Chers téléspectateurs, comme on a dit au début de notre édition, nous allons consacrer notre partie débat afin de parler de la politique étrangère de l'Égypte, afin de parler de la diplomatie égyptienne. Il faut dire que depuis l'élection du président Abdel Fattah el-Sisi, l'Égypte est revenue avec force sur la scène internationale. Il y a bien sûr des éléments qui ont contribué à cette réussite et bien sûr il y a des résultats concrets et tangibles qu'on peut vraiment constater sur le terrain. Afin de mieux parler de cette diplomatie et cette politique étrangère, nous avons l'honneur d'accueillir aujourd'hui Dr Cherif Amir, professeur de relations internationales. Bienvenue à notre programme. Merci beaucoup. Pour commencer, Dr Cherif Amir, j'aimerais bien jeter la lumière sur la différence de la politique étrangère de l'Égypte, également la présence de l'Égypte sur la scène internationale avant et après l'élection du président Abdel Fattah el-Sisi. Et si je parle d'avant, je parle de cette partie de l'histoire de l'Égypte où il y avait un peu le chaos et l'image qui était un peu vague de 2011 et jusqu'à 2014. Bien évidemment, avant l'élection démocratique du président Abdel Fattah el-Sisi en 2013, l'Égypte était le centre de ce qu'on appelait le printemps arabe, c'est-à-dire, de ce que nous savons de l'expérience, le chaos de la région. Et malheureusement, pendant cette période, on a vu comment les frontières de l'Égypte ont été transigées par le Hamas, par exemple, des milices de la Libye, le Soudan qui a commencé à dire que le triangle de Halab-Shalatin leur appartient, l'accélération de construction du barrage Renaissance de l'Éthiopie, la Turquie qui a commencé à exploiter la région où il y a les ressources gazières de l'Égypte, en Méditerranée. Donc, ça est devenu pour tout le monde, surtout pour le monde arabe, que l'Égypte, l'ancien rocher, le citadelle de la stabilité dans cette région est devenu fragile. Or, nous remercions Dieu d'abord que ce n'était pas la fin. Le peuple égyptien n'a pas encore dit son mot jusqu'à le 30 juin 2013, où on a commencé à comprendre que notre tissu national était en train de se déchirer, on était en train de se diviser. Le chaos était partout. Il y avait une dictature d'un mouvement terroriste financé par le Qatar et la Turquie qui contrôlait l'Égypte. Notre police a été très fragilisée parce qu'il y avait les mouvements de droits de l'homme, soi-disant. Si on contrôle n'importe quel domaine de la souveraineté, comme tous les autres pays, il y avait des points d'interrogation sur notre action. L'armée égyptienne devait faire face à plusieurs défis. Et là, le peuple égyptien a dit, on va sortir dans les rues, on va dire que non. Maintenant, il faut le leadership de l'Égypte revienne de nouveau. Et là, lorsque le président Abdel Fattah el-Sisi était présent sur la scène, il a dit au peuple égyptien, on va commencer une route pour rendre l'image de l'Égypte de nouveau, lui rendre son allure, son histoire, son respect, mais ça sera très difficile. Et c'était le cas, bien sûr. Pourquoi? Parce que pour la diplomatie égyptienne, on avait abandonné l'Afrique pour des années, on a dû reconstruire cela. Le moment où l'Égypte a commencé à prendre les vrais pas démocratiques, on était radié de l'Union africaine. C'est grâce aux visites faites par le président ici pour l'Algérie, pour le Niger, où on a pu regagner notre siège au sein de l'Union africaine, jusqu'à nous devenu le président de l'Union africaine. Et l'Europe, on a vu l'Union européenne qui était très sceptique de ce qui se passait en Égypte. L'administration Obama aux États-Unis à l'époque n'était pas très contente de voir que le peuple égyptien a dit son mot. C'était un gros défi pour la diplomatie égyptienne. Et c'était le président lui-même qui s'est rendu dans les capitales européennes pour parler avec la chancelière allemande, pour parler avec le président français, avec le premier ministre britannique, les Italiens, pour leur expliquer notre
situation. Et là, on a pu rendre l'image, rendre l'allure de l'Égypte de nouveau dans cette région. Mais il ne faut pas oublier une chose, que maintenant, aujourd'hui, on est en train de récolter cette stratégie. C'est l'alliance qu'on a commencé à faire immédiatement avec la Chypre, la Grèce, et assurer aussi la partie... Justement, oui. Alors, cette coopération tripartite au sein du bassin méditerranéen était une vision vraiment de la part du président Abdel Fattah el-Sisi de voir l'avenir avec vraiment netteté. C'est que à l'époque, quand on avait parlé au début de cette coopération sur le domaine de gaz ou de pétrole, on avait l'intention que c'était uniquement un accord économique. Mais au fur et à mesure, on a découvert d'autres aspects de cet accord primordial pour l'Égypte et pour la stabilité de la région. On n'œuvre pas uniquement pour l'Égypte. Bien sûr. Et n'oublions pas une chose très importante. Les manœuvres navales que l'Égypte faisait avec nos partenaires européens, surtout les Français. Aujourd'hui, à cette heure qu'on parle, il y a le porte-avions Charles de Gaulle dans la Méditerranée, aux côtés de nos amis grecs. Et les Français, ils ont confié les Rafales à l'Égypte, parce que les pays européens... C'était la première vente des Rafales. Bien sûr, bien sûr. Et c'était un choc à plusieurs pays hostiles à l'Égypte. Comment vous faites cela? Non, parce qu'ils savent très bien, la France sait très bien l'histoire de l'Égypte, comprend très bien le prestige de l'armée égyptienne, qui est le 9e, ou peut-être maintenant le 7e du monde, qui est maintenant très présent dans la région. Alors, à ce moment-là, voilà nos alliés, nous sommes prêts à protéger nos intérêts, protéger les intérêts aussi de nos amis grecs, chypriotes, libyens, parce que la Libye est un État souverain, et on doit le protéger s'il est nécessaire. On ne fait pas comme la Turquie, qui transige tout le droit international comme si personne n'existe. On est présent dans la Méditerranée, on continue nos exploitations de gaz, on continue nos manœuvres navales avec nos amis français, grecs, chypriotes et d'autres pays, avec le Mistral aussi. Et on est aussi présent dans la mer Rouge. Donc, ça, c'est une forme de diplomatie aussi. Parce que malheureusement, les Américains, après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont mis cela comme un choix de diplomatie, c'est-à-dire les armements et la guerre. Et nous, on dit, 2011, c'est derrière notre dos. On est en train de travailler sur nous-mêmes, sur d'abord les infrastructures en Égypte, pour dire au monde que l'Égypte est un pays capable à continuer à se développer. Ce n'est pas que tout est dépensé uniquement sur les armes. Bien sûr, on a le droit à le faire comme tous les pays du monde. Le droit international nous le garantit, qu'on a le droit à se protéger, à avoir un budget pour défendre nos intérêts. Et je trouve que l'histoire de l'Égypte prouve qu'on n'a jamais on a fait une agression contre un pays souverain. Jamais on l'a fait. Mais on était toujours debout et on le sera toujours parce qu'on sait très bien qu'on a un poids stratégique très important dans la région. On est le lien entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Le canal du Suez est le centre de ce point stratégique aussi. Les côtes égyptiennes au nord, c'est où il y a toutes les ressources gazières et aussi la stabilité de l'Europe si on protège l'immigration clandestine, le terrorisme. Et c'est pour cela maintenant la Turquie est en train de recalculer, parce que ce que l'Égypte avait dit depuis le début, le président Abdel Fattah el-Sisi leur a dit à ses homologues européens, le moment où il y aura du terrorisme en Libye, c'est vous en Europe qui va... Oui, parce que nous, on est prêts à se défendre, mais vous aurez le fléau des immigrations, et après ça sera le chaos terroriste sanglant en Europe. C'est vrai.
C'est vrai. Alors l'Égypte également, depuis 2014 et jusqu'à aujourd'hui, cherche toujours à être un partenaire équitable, que ce soit avec l'Union européenne, avec les États-Unis, on l'a vu également avec la Russie et avec le Japon et la Chine. Et toujours l'Égypte, quand elle parle au nom de l'Afrique, par une voie africaine, le développement durable pour le continent africain. Comment peut-on vraiment analyser les fruits d'un an comme président de l'Union africaine, une année qui a été présidée par le président Abdel Fattah el-Sisi? Le président Abdel Fattah el-Sisi était le premier président en Afrique qui a pu vraiment déclencher la concurrence entre le Japon et la Chine pour investir en Afrique. Jamais, il y avait la conférence de Tikada, c'était au Japon. Juste une petite pause pour l'appel aux prières. Allez. Continuons notre édition de direct avec notre invité, Dr Cherif Amir, professeur de relations internationales. On était en train d'analyser les fruits d'une année de présidence de l'Égypte, du président Abdel Fattah el-Sisi, de l'Union africaine. On parlait des partenariats. Vous avez parlé que c'était une première qu'un pays africain puisse attirer les investissements nippons et chinois. Oui. Et aussi russe. Parce que ces trois pays, on sait très bien qu'ils sont les grands défis, un bloc de défis pour l'Occident, surtout la Russie et la Chine. Et on a vu une conférence, un sommet pour la Chine avec les pays africains. Le président Abdel Fattah el-Sisi était le président qui représente les pays africains. Aussi la Russie et les pays africains de même. C'était toujours l'Égypte. Et c'est là le président Abdel Fattah el-Sisi a peu montré au monde entier que ce n'est pas toujours l'Europe qui manipule ou contrôle l'Afrique. Il y a aussi les Chinois, il y a les Japonais, il y a les Russes. Et ça ne va pas être limité à ces trois pays encore. Parce que ce que l'Égypte a fait, c'est un pays africain, a montré au monde qu'on a maintenant des investissements de partout. L'Europe, les États-Unis, les Émirats, aussi le secteur du canal de Suez. Il y a une concurrence qui existe, une concurrence acharnée entre les Russes et les Chinois pour investir là-bas. On voit les intentions d'investissement en Afrique à augmenter. Pour la première fois, durant l'Égypte, la présidence du président Abdel Fattah el-Sisi pour l'Union africaine, il y a eu un sommet économique. Ça n'existait pas avant, comme le marché économique qui existait en Europe avant la création de l'Union européenne. Le même modèle a été suivi, le même modèle a été appliqué et bien sûr ça va prendre du temps. Et c'est ça ce qui a aidé à la réussite de la présidence de l'Égypte durant ce moment. C'est d'abord le caractère du président. Le président ici est une personnalité très charismatique qui a une très belle entente avec ses homologues. Deuxièmement, c'est un homme très clair dans sa vision. Jamais il fait les manœuvres comme Erdogan ou quel que soit, c'est-à-dire le mot qu'il donne est clair. Et troisièmement, c'est qu'on a vu ici dans nos projets, et il a exporté ça pour les pays africains, c'est le calendrier. Quand on commence, quand est-ce qu'on va terminer, le Tout coût est clair. et le coût qu'on va dépenser. Malheureusement, l'Afrique, bien sûr, a beaucoup de problèmes, mais on résout grâce à l'Égypte. On a vu aujourd'hui, par exemple, l'Union des parlements européens, le Parlement africain, qui a commencé à discuter que le président Abdel Fattah el-Sisi mérite le prix Nobel de la paix, parce que maintenant le nord du Soudan a signé un accord de paix avec le sud du Soudan. C'est jamais vu. Cette guerre qui a duré des années et des années. Le président a même
pu résoudre le problème intérieur du sud du Soudan entre Salva Kiir, le président, et son vice-président. C'est jamais vu. Et comment l'Égypte a eu cette patience dans les négociations qui sont très fatigantes de la Renaissance, le barrage de la Renaissance. On a supporté toutes les manœuvres, tous les mensonges et toutes les déceptions qui ont été faites pour nous dire qu'il n'y aura jamais une solution. On a vu, d'ailleurs, comme vous venez de parler, avant 2013, lorsqu'il y a eu le scandale, lorsque les gens parlaient à la télé qu'on va faire une attaque militaire, on ne parle pas comme ça devant les médias. Oui. Le président Abdel Fattah el-Sisi a entamé des discussions tête à tête avec le Premier ministre là-bas, à Addis Ababa, et aussi l'a invité en Égypte. Tout ça a bouleversé les calculs des pays comme le Qatar et la Turquie qui croyaient que l'Égypte sera un pays isolé, un pays incapable de mener des négociations partout. Oui, l'Égypte est loin d'être isolée et on voit sur le terrain, si on parle sur le niveau arabe, deux points très importants, c'est que le président Sisi était clair dès le début qu'il parraine une réconciliation interpalestinienne et bien sûr on a réussi à franchir plusieurs étapes concernant cette réconciliation. Aujourd'hui, on voit plusieurs autres pays arabes qui sont sur les mêmes pas de l'Égypte et comme on a dit, peut-être avec un peu de décalage et peut-être si la voix de l'Égypte était attendue dès le début, on pourrait avoir des solutions ou des résultats beaucoup plus satisfaisants. La diplomatie égyptienne, depuis les années 70, a bouleversé la carte du Moyen-Orient. Et si aujourd'hui, il y a, on dit, le nouveau Moyen-Orient, c'est copier-coller de ce que la philosophie de l'Égypte existait dans les années 70. C'est-à-dire entamer des négociations avec Israël, mais en même temps pour garantir les droits des pays arabes. Et c'est une équation très difficile. Personne ne peut le faire, sauf un pays fort, solide, qui a une expérience très solide aussi dans la diplomatie, comme l'Égypte. C'est une chose très claire chez les Américains, les Russes et les Européens. Ils savent que le moment où ils veulent entamer des discussions entre Palestiniens et Israéliens, ou même n'importe quel pays arabe et les Israéliens, il faut que l'Égypte intervienne. L'Égypte a le moyen de pression dans ce domaine. Pourquoi? On est le plus grand pays arabe, le grand pays qui a une armée très prestigieuse et très solide dans la région, c'est-à-dire Israël, la Turquie, d'autres pays, ils refont beaucoup leurs calculs sur la mesure de la prestige et la force de l'armée de l'Égypte. De la défense égyptienne, oui. La diplomatie égyptienne, c'est une diplomatie très expérimentée. L'Égypte a un leadership maintenant qui comprend tous les dossiers. Le background du président Abdel Fattah el-Sisi dans l'armée et les renseignements, c'est exactement comme le président Vladimir Poutine en Russie, c'est-à-dire il comprend très bien la géopolitique, que ce soit en Libye, en Soudan, la Méditerranée, Mer Rouge ou Israël. Et comme vous venez de dire, les négociations, réconciliation interpalestinienne, ça, on a fait un effort énorme. On a vu, malheureusement, comment le Hamas a a trahi beaucoup l'Égypte dernièrement, mais malgré tout cela, la diplomatie égyptienne et le président Abdel Fattah el-Sisi avaient comme priorité le peuple qui réside là-bas, les innocents, parce qu'ils sont pour rien. Justement, l'Égypte était toujours claire qu'elle soutient les peuples arabes. On l'a vu également récemment avec le pont aérien pour nos confrères au Liban. On les soutient non seulement par les paroles, mais également par les actes. Bien sûr, on l'a vu également avec nos voisins libyens qui venaient demander secours à l'Égypte afin de les protéger contre n'importe quelle intervention étrangère. Comment voyez-vous alors
c'est pas un fardeau, mais c'est une responsabilité historique de l'Égypte envers tous ces pays arabes autour de nous et cette responsabilité de garder la stabilité dans la région. Comment peut-on l'assumer? Permettez-moi d'ajouter une chose aussi. La frontière de Rafah est toujours ouverte pour tous les cas humanitaires. Oui, c'est vrai. Parce que Al Jazeera et d'autres chaînes, ils sèment les mensonges qu'on a fermés. Jamais on a fermé ça pour les malades palestiniens, pour les femmes enceintes, pour les vieux qui veulent venir en Égypte et même les étudiants palestiniens. C'est toujours les cas humanitaires ouverts. Pour le Soudan, l'Égypte est ouverte pour les réfugiés du Nord, les réfugiés du Sud. C'est vrai. C'est toujours, même les Érythréens, même les Soudanais, même les Éthiopiens, le pays est ouvert à tous et ils ont un traitement égaux. Alors, c'est pas, bien sûr, c'est une sorte de fardeau, mais en même temps, c'est une responsabilité de grand pays. Lorsqu'on est un grand pays dans la région, on a une responsabilité d'être présent. C'est-à-dire, notre ministre des Affaires étrangères, M. Samer Choukri, était présent le lendemain de la tragédie qui a été à Beyrouth. Et, il a parlé avec ses homologues libanais et on leur a fait comprendre qu'il faut trouver d'abord une solution interne au Liban parce que la puissance iranienne est nuisible. On a fait la même chose aussi avec l'Irak. On est présent en Irak. On leur dit, on veut une réconciliation là-bas, pas une guerre sectaire comme l'Iran le veut entre les chiites et les sunnites. Non, on veut un Irak uni. Les Kurdes, ils ont leur région sous leurs autorités, mais on veut des pays arabes qui ont leur souveraineté. Et actuellement, comme vous venez de dire aussi, les Libyens qui sont venus, M. Aqila Salah, le président du Parlement, qui est venu demander l'aide de l'Égypte, et nous, on a répondu à l'appel tout de suite, non pas en envoyant des armes ou quoi que ce soit, on a appelé à la réconciliation. Aujourd'hui, les représentants que ce soit El Sarraj et d'autres, ils remercient l'Égypte parce qu'on a commencé à les réconcilier ensemble. Oui. Ça, c'est le rôle de la stabilité, pas enflammer. Mais appeler à la paix ne veut jamais dire qu'on est faible ou impuissant. Non. On est présent, on est fort, et on peut mettre les points sur les i où le moment le demande. Et comme le président Abdel Fattah el-Sisi l'avait dit, selon le droit international, comme il a dit, la ligne rouge de Sert el-Jafra, c'était clair. Le droit international nous donne toutes les responsabilités à agir pour défendre notre souveraineté. Tout le droit, oui, c'est vrai. Et selon vous, docteur Cherif Amir, basé sur tous ces éléments qu'on a vus jusqu'à maintenant, comment voyez-vous l'avenir de la diplomatie égyptienne et l'avenir de l'existence de l'Égypte sur la scène internationale? Pour être clair, dans cette région volatile, ça ne sera jamais facile. C'est un gros fardeau. Et je suis très optimiste parce que le président Abdel Fattah el-Sisi, il a une vision très claire. Regardez par exemple entre Israël et le Hamas, pour l'instant, il y a toujours un cessez-le-feu et le calme, c'est grâce à l'Égypte. C'est une question très épineuse. Et ça montre, cette petite question, dans cette petite région de bande de Gaza, ça montre toute une région tout entière, comment on peut régler un conflit si épineux entre un mouvement qui a un financement étranger et aussi contre l'Égypte, mais avec un pays qui a le soutien de l'Occident comme Israël. Comment travailler sur cette question? Il faut un leadership très sophistiqué, qui comprend très bien comment agir. Alors, je vous le dis, je suis optimiste sur la présence de l'Égypte, mais la région, ce n'est pas une région facile pour vivre. Que ce soit avec la Turquie, que ce soit avec la Libye, que ce soit avec le Hamas, c'est très compliqué. Et c'est pour cela l'Égypte travaille sur son armée. Plein de défis, mais l'Égypte est prête à les relever. Bien sûr, heureusement.
Avant de terminer, je veux retourner encore une fois à l'année de la présidence de l'Égypte au sein de l'Union africaine et également le lancement de la ZLEC, la zone de libre-échange, avec un emploi-temps vraiment très exact, avec des points qui ont été réalisés en 2020, puis 2023, 2030, 2063. On l'espère bien, nous allons arriver à la monnaie commune et également à cette zone de libre-échange au sein de l'Afrique. Un projet très ambitieux. Comment voyez-vous ce projet? Est-ce qu'on est vraiment apte à le réaliser? Ça dépend de la nouvelle génération africaine. Et c'est là, encore une fois, je reviens aux conférences des jeunes que le président Abdel Fattah el-Sisi a inaugurées en Égypte pour la jeunesse africaine et arabe. Parce qu'il leur disait souvent, c'est à vous de construire vos pays. On peut faire maintenant de nombreux projets, mais qui va les suivre? C'est la nouvelle génération. C'est la nouvelle génération qui va dire, maintenant on veut construire nos pays, pas immigrer en Europe. Parce que les portes de migration là-bas, c'est fermé maintenant. Et aussi l'Europe passe par une crise sociale et économique, on le sait tous. Et on voit que maintenant les élections partout, que ce soit aux États-Unis ou même en Europe, c'est pour la droite qui prône la fermeture des frontières. Donc je vous le dis, c'est applicable, mais avec beaucoup de culture générale qui doit être faite pour les Africains, les jeunes Africains. Comme on leur disait, venez en Égypte, travailler, étudier, parce que c'est là qu'on va comprendre, c'est comme ça les Européens, ils ont construit leur union, c'est l'échange. L'échange individuel, les individus et les jeunes qui va faire après ça, comme vous venez de dire, la libre-échange des marchandises. On commence par l'homme d'abord, et après ça, la matière. On l'espère bien, et quand on va arriver à tous ces objectifs de l'Égypte pour la prospérité du pays et de la région, Dr Cherif Amir, vous êtes professeur de relations internationales. Je tiens à vous remercier infiniment. Merci pour vous. Chers téléspectateurs, c'est ainsi qu'on arrive au terme de notre édition de Direct. Rendez-vous demain, une nouvelle équipe. Passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Nile TV International. Au revoir.